Bienvenue à tous. Je m'appelle Guy Berthier. Je travaille pour le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Je suis également membre du conseil d'administration du CETREC. Je suis très fier d'être ici parmi vous. Je mesure la chance qu'on m'a donnée de pouvoir animer ce Pechakucha. Et donc, j'ouvre officiellement le Pechakucha qui a pour intitulé « Organiser le temps autrement » ou « Bousculer l'ordre établi ». Oser proposer des horaires qui favorisent davantage les apprentissages des élèves. Je remercie tout le monde pour votre présence. Je remercie également les personnes qui nous suivent en web diffusion. Je vais en profiter pour présenter rapidement le règlement de la web diffusion. Je rappelle aux conférenciers qu'ils doivent toujours parler au micro, car le micro est connecté directement à la web diffusion. Les participants, on va vous demander de vous déplacer le moins possible, surtout quand vous sortez de la salle, étant donné que vous passez devant la caméra. Ça pose des petits problèmes pour la web diffusion. Et pour finir, on va prendre en compte toutes les questions qui sont posées dans la section clavardage de la web diffusion. Ces questions vont m'être envoyées par téléphone, et donc je vais pouvoir les retranscrire directement pendant la session de questions qui se passera à la fin du Pechakucha. Je remercie également les chercheurs de Periscope qui sont présents dans la salle et qui sont en soutien aux conférenciers pour apporter une dimension recherche et complémentarité avec ce qui va être présenté par nos chers conférenciers. Parmi les membres de Periscope qui seront en soutien, on a Christine Hamel, qui est professeure agréée à l'Université Laval depuis 2011. On a également Isabelle Oliveira, qui est titulaire d'un PhD à l'UQAM, donc je devrais dire plutôt docteur Isabelle Oliveira. Nous avons également Nancy Granger, ou Granger, je ne sais pas exactement, Granger, Nancy Granger, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke au département de gestion de l'éducation et de la formation. On va pouvoir commencer directement les Pechakucha. Est-ce que la technique fonctionne? Ah, la souris est revenue. Je vais en profiter pour présenter les conférenciers du Pechakucha. Alors concrètement, nous avons l'honneur de recevoir Anne-Marie Blackburn, qui est enseignante à l'école secondaire Marie-Anne de la Commission scolaire de Montréal. Et en tant que co-conférencière, nous accueillons Annick Thibault, qui est directrice à l'école Marie-Anne depuis 2016. Je vous laisse démarrer, mesdames. Blackburn et moi sommes enchantés de vous présenter l'aménagement de l'horaire par bloc et la semestrialisation en place dans notre établissement. En 2001, le Conseil supérieur de l'éducation mentionnait l'intérêt de ce modèle dans son avis « Aménager le temps autrement », ce qui nous a valu l'invitation de Mme Rioux à ce symposium, comme plusieurs d'entre vous. Selon nous, il existe une synergie entre les trois axes. L'aménagement du temps n'est pas suffisant pour influencer la réussite des élèves. Rapidement, en 6 minutes 20 secondes, nous tenterons de vous démontrer que l'axe d'organisation du temps dans lequel s'inscrit cette présentation s'est au fil des années bonifié par les deux autres axes du symposium, le temps de collaboration et le temps d'apprentissage. Similaire à celle du secteur collégial, notre organisation scolaire est différente de l'école secondaire régulière, un modèle ouvert, flexible, permettant à l'élève d'être scolarisé à temps plein ou partiel selon ses objectifs et sa situation. En 5 mois, les élèves peuvent s'assurer d'une réussite scolaire parfois impossible dans un précédent contexte. Donc, à l'école Marie-Anne, nos élèves, en fait, ce n'est pas une école de quartier, nos élèves proviennent de plusieurs commissions scolaires. Nous accueillons des élèves de 16 à 21 ans, de 3e à 5e secondaire seulement. Ils ont souvent des parcours scolaires atypiques et ont souvent des difficultés d'apprentissage. Donc, voici un extrait de Chagrin d'école de Daniel Pénac qui représente bien nos élèves et qui nous a inspirés en tant qu'équipe école. C'est un oignon qui entre dans la classe.
quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, de rancœur, de colère, d'envie inassouvis. Le cours ne peut vraiment commencer qu'une fois le fardeau posé à terre et l'oignon épluché. Un seul regard suffit souvent, une parole bienveillante, un mot d'adulte confiant pour dissoudre ses chagrins, alléger ses esprits. À la lumière de l'extrait de Pénac, voici pourquoi et comment nous avons pensé qu'il est important de faire autrement. Les différentes couleurs du calendrier scolaire définissent les différents moments du calendrier d'encadrement au fil des années et afin de mieux soutenir la relation enseignant-élève, l'équipe école a planifié et organisé le temps de collaboration. Quant au temps d'apprentissage, l'horaire par bloc de 3 heures permet d'intensifier l'intervention pédagogique. Donc, voici un exemple d'horaire personnalisé et individualisé qui répond aux besoins de nos élèves. Donc, on accueille l'élève là où il est rendu dans son parcours scolaire. Le rythme d'apprentissage est intensifié par l'organisation du temps. Il faut que l'élève apprenne rapidement à s'organiser dans un cadre différent. Donc, avec des cours de 3 heures et 3 fois par semaine, tout se fait intensivement. Notre premier défi, gagner rapidement leur confiance malgré les couches d'oignons, pour les amener à s'engager rapidement. Notre deuxième défi, la persévérance dans le rythme accéléré. Il faut être disponible et ouvert pour accompagner nos élèves vers leurs objectifs de certification. Précédemment, le calendrier scolaire présentait l'organisation des différentes interventions associées à l'encadrement des élèves. En fait, l'aménagement de l'horaire par bloc et la semestrialisation ne sont pas suffisants. La bonification de ce modèle est nécessaire. L'encadrement des élèves est né du besoin de l'équipe école afin de trouver des solutions pour mieux soutenir et accompagner les besoins psychosociaux et pédagogiques de nos élèves. Le modèle de tutorat est inspiré de Roch Chouinard. L'enseignant-tuteur est au centre de la situation scolaire de l'élève et il agit comme référence pour l'élève vers les différents services. L'intention première du tuteur est de permettre à l'élève de mieux se connaître et de l'amener à nommer ses difficultés, ses défis et ses forces. Donc, à la première journée de la session, l'élève est accueilli en classe par son tuteur afin de recevoir son horaire et de mieux connaître le fonctionnement de l'école. C'est le premier contact entre l'élève et son tuteur qui devient son point d'ancrage. Ainsi, il se sent accueilli en sécurité, ce qui agit positivement sur les facteurs de stress. Après les 2 semaines du début des classes, pendant les 30 dernières minutes de chacun des cours, le tuteur prend le temps de rencontrer individuellement ses élèves pour mieux les connaître. C'est la première rétroaction, un premier pas vers la relation, un moment privilégié pour établir ou solidifier le lien de confiance pour enlever une autre plure d'oignon. On aide l'élève à mieux se connaître pour pouvoir mieux l'accompagner dans son nouveau parcours scolaire. La rencontre de concertation, en fait, il y a 2 concertations par session où les enseignants, les tuteurs recueillent de l'information sur leurs élèves dans leurs cours autres que le leur. On recueille des informations sur la fréquentation scolaire, les besoins, les résultats des élèves. Donc, c'est un partage d'informations pour encore mieux connaître l'élève afin de mieux l'accompagner. La rencontre de suivi assure un soutien et un accompagnement au tuteur avec la direction adjointe. Le partage d'informations et la recherche de solutions sont au cœur des échanges. Ce temps de collaboration planifie explicitement la rétroaction avec l'élève. C'est aussi l'occasion de définir conjointement un plan d'aide pour mieux accompagner les élèves. Ce moment permet d'effectuer la régulation des interventions et de mesurer leur efficacité. Donc, après la première étape, l'horaire habituel est suspendu pour une journée pour permettre au tuteur de rencontrer ses élèves individuellement pour leur remettre leur bulletin. C'est un moment pour faire des retours sur les moyens mis en place pour soutenir leurs apprentissages, leur organisation. C'est aussi un moment privilégié pour les accompagner, pour trouver les meilleures stratégies, pour les aider à mieux réussir. Cela permet la valorisation. Et à la fin de tous les cours, nous disposons des 13 dernières minutes pour rencontrer les élèves. C'est un moment flexible qui répond aux besoins parfois individuels ou même des besoins collectifs de part et d'autre de l'élève et du tuteur. Et c'est souvent des moments qui sont ponctuels, des fois non planifiés. Donc, ça sert à un bon maintien de la relation avec certains élèves et aussi à faire de la rétroaction. Boucler la boucle. Dans le cadre du gala Méritas, le tuteur et l'élève solidifient leur lien. Ensemble, ils reconnaissent le chemin parcouru depuis les 5 derniers mois. Enfin, comme Pénac le dit, ils sont installés dans un présent rigoureusement indicatif. L'aménagement du temps est un ingrédient actif. Il n'est pas le seul. La planification des interventions, du temps d'apprentissage et du temps de collaboration agissent également sur les déterminants de la persévérance et de la réussite de nos élèves. Selon nous, bien que nous sommes toujours à la recherche de temps, la seule façon de briser ce fatalisme afin de mieux soutenir la réussite de nos élèves est de planifier et d'organiser notre temps et de prendre le temps d'établir des relations de confiance.
Merci aux élèves pour l'inspiration et aux membres du personnel. Merci, Mme Blackburn, de m'avoir permis d'apprendre, de continuer d'être une apprenante et d'avoir relevé le défi de présenter le tout en 6 minutes 20 secondes. Merci à vous pour votre intervention. On va ouvrir une période de questions. On a 3 minutes devant nous, si quelqu'un veut intervenir. Je vais juste, moi je m'appelle Anne Lessard, je suis professeure-chercheur, c'est Christine qui est supposée réagir, fait qu'elle va réagir, mais moi j'aimerais dire quand même que pour ceux qui sont dans un contexte régulier, le programme Trait d'Union ressemble beaucoup à ce que vous avez présenté. Ça fait partie des publications du CETREC dont ils pourront vous parler en bas. Donc, je salue vos efforts, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Alors bonjour, tout d'abord, félicitations pour votre présentation en 6 minutes. Effectivement, ce n'était pas évident. J'apprécie beaucoup l'utilisation de la citation de Pennac, que moi-même j'utilise très souvent dans mes cours pour faire comprendre ce que j'appelle la blessure d'école aux futurs enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui arrivent dans nos classes qui sont déjà blessés, qui ont déjà des blessures importantes. Ce qui m'intéresserait de savoir, parce que moi, c'est un programme que je connais vraiment moins, puis probablement que les gens dans la salle aussi, c'est quand l'élève se retrouve avec vous, est-ce que c'est un passage long, un passage court? Est-ce qu'il peut passer toute sa scolarité au niveau de l'aménagement du temps? Puis quels sont les avantages les moins perçus, outre l'accompagnement individualisé, que l'enfant puisse aménager son temps? Bien, pour ce qui est du temps, en fait, ça dépend toujours de où l'élève est rendu. Comme on disait, on le prend là où il est rendu. Parfois, il leur reste un cours à faire, donc ça va prendre 5 mois. Il va pouvoir terminer, puis des fois intégrer le cégep ou aller faire un DEP ou peu importe. Tandis que d'autres fois, quand il intègre en secondaire 3, mais là, le parcours peut être parfois plus long. D'autres fois, non, parce que s'il vient tout simplement chercher des préalables pour un DEP. Donc, ça dépend toujours d'un élève à l'autre. Il y en a qui sont là une session, il y en a qu'on a depuis 2 ans et demi. Donc, je vais laisser Mme Thibault répondre pour la suite. En fait, l'avantage d'avoir une flexibilité au niveau du temps, on accueille des jeunes de 16 à 21 ans, donc ils ne sont pas en obligation de fréquentation scolaire, mais souvent, on parle de surcharge cognitive auprès de nos jeunes. Donc, le fait d'avoir la possibilité de les scolariser à temps partiel permet aussi de travailler différemment avec des élèves avec des besoins plus particuliers. Donc, ça, c'est un avantage que nous, on voit là, quotidiennement auprès de jeunes où la pression des apprentissages est trop présente. D'autres vivent avec des contextes psychosociaux qui ne leur permettent pas non plus d'être à temps plein là, dans les établissements scolaires. Par contre, notre clientèle est de plus en plus en continuité de service et non, on accueille de moins en moins en fait de raccrocheurs ou de décrocheurs qui sont en interruption temporaire ou ponctuelle suite à des situations qu'ils ne sont pas capables de gérer. Quand on parle notamment d'anxiété dans les classes secondaires régulières, les jeunes qui, au terme de leur parcours n'arrivent pas à se retrouver, vont se retrouver dans un établissement comme le nôtre ou notre amie voisine Eulalie Durocher à Montréal ou d'autres à Amos qui ont des modèles similaires aux nôtres. Merci. Merci à vous pour ces questions et pour ces réponses très pertinentes. On vous invite encore une fois en web diffusion à poser vos questions dans la section clavardage qui nous seront envoyées directement. On va passer à la deuxième présentation, Pecha Kucha. Je vais présenter la conférencière. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Lucille Plante. Lucille Plante est à la direction de l'école élémentaire Bernard Grandmaître depuis 2015 et œuvre au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 1997. Dans son parcours, Mme Plante a également été directrice adjointe du service de soutien en apprentissage de son conseil. Lucille Plante possède une vision stratégique à long terme axée sur l'amélioration et le rendement de chaque élève, ce qu'elle va s'appliquer à nous présenter. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis Lucille Plante, directrice de l'école Bernard Grandmaître. Je suis là depuis 4 ans. Alors, et aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier équilibré. Alors, lorsqu'on m'a invité, lorsqu'on m'a dit « Lucille, tu t'en vas maintenant à l'école Bernard Grandmaître », on m'a dit « c'est le calendrier équilibré ». Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, et puis, pour être honnête, je n'avais même pas pensé. Puis pourtant, ce calendrier-là existait dans notre conseil depuis déjà 6 ans. Alors, l'école est située à Riverside Sud, dans les banlieues d'Ottawa. Alors, c'est un milieu qui est très, très, très anglais. 80% de notre population, lorsqu'ils entrent en maternelle jardin, 80% ne parlent pas ou peu la langue francophone, alors la langue française. Alors, c'est un milieu qui est également très favorisé et nous sommes une école de choix.
Alors, lorsque le calendrier équilibré a été implémenté dans l'école Bernard-Grandmaître, plusieurs parents étaient réticents, donc ils ont fait l'école Bernard-Grandmaître une école de choix. Alors, le calendrier équilibré, essentiellement, on a, au lieu d'avoir le calendrier régulier de toutes les écoles de l'Ontario, ce calendrier-là, on a une semaine de vacances au mois d'octobre, 2 au mois de mars et une autre au mois de mai. Et l'été est écourté de 3 semaines. Alors, vous pouvez vous imaginer que vous avez certaines questions, comment ça se passe, comment on fait, et je vais tenter de répondre dans les plus brefs délais du 6 minutes 20 secondes. Alors, puis les raisons d'être du calendrier équilibré, essentiellement, c'est que le calendrier régulier existe depuis 150 ans et était en fonction du calendrier des fermiers. Alors, Caroline Shields disait, ben là, on a besoin d'une modification du calendrier. Alors, on n'est pas au service du calendrier, le calendrier devrait être à notre service. Également, selon Caroline Shields, implémenter le calendrier équilibré dans un système scolaire, c'est tout un défi, alors il faut le faire de façon très judicieuse. Il y a beaucoup d'avantages pour le calendrier équilibré. Évidemment, le rythme d'apprentissage des élèves. Ça permet également une diminution de la perte d'apprentissage pendant la période estivale écourtée. Alors, nos élèves qui sont très, très anglais, qui retournent dans leur famille très, très anglaise, s'ils passent 9 semaines, bon, ben, les acquis en français sont de plus en plus perdus. Donc, la philosophie, c'est de les garder le moins longtemps à la maison possible, mais d'avoir des vacances et pour éviter justement la perte des acquis d'apprentissage. Je dois vous dire que depuis que je suis à l'école Bernard-Grandmaître, j'ai vu de très, très belles choses, mais une des choses les plus belles que j'ai vues du calendrier équilibré, c'est la réduction. Pas totalement la perte d'épuisement professionnel, mais la réduction d'épuisement professionnel chez le personnel. Également, ça se veut aussi un moyen d'assurer l'assiduité plus accrue. Et le calendrier, veut pas, l'avoir vécu maintenant pendant 4 ans, ça donne une vie plus équilibrée. Alors, comme je disais tantôt, BG, c'est une école de choix. Alors, les parents de notre école ont le choix de notre école ou encore l'école Sainte-Bernadette. Et je dois vous dire, vous allez voir les chiffres tantôt, les chiffres parlent beaucoup. Le concept de tout ça, c'est qu'à chaque 8 à 10 semaines, on s'arrête dans le temps. Ma première année que j'étais à Bernard-Grandmaître et que je me suis arrêtée au mois d'octobre, c'était pas naturel pour moi. J'ai même pas voulu prendre mes vacances. Et quand j'ai pris un jour de vacances de cette semaine-là, je me sentais stressée, je me sentais regardée, puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est programmé par des cloches. On est programmé par le calendrier et les cloches. Alors, habituellement, la semaine, c'est une semaine complète, mais la semaine du mois d'octobre, elle est collée avec l'Action de grâce. Donc, on prend juste 4 jours, pas 5 jours complets. Celle du mois de mars, c'est 2 semaines consécutives complètement, alors 10 jours complets de relâche. Et celle du mois de mai est habituellement collée également avec une longue fin de semaine. Alors, pour les enseignants, c'est 6 au lieu de 9 semaines d'été, ils en ont 6. Pour les directions d'école, on en a juste 4. Par contre, on apprécie beaucoup. Je viens de partir il y a 4 semaines, je viens de revenir d'une semaine de vacances. Je sais déjà que dans 4 semaines, je retourne en vacances encore. Bernard-Grandmaître, c'est depuis 2006 et on est en 2018. 2006, il y avait 120 élèves, 8 classes titulaires, 9 enseignants, 1 direction, 2 concierges et 1 secrétaire. Évidemment, on a fait passer toutes sortes de sondages pour voir comment les parents aimeraient l'école Bernard-Grandmaître. Et en 2018, j'ai l'honneur de vous dire que nous sommes la plus grosse école de notre conseil scolaire. Nous avons 716 élèves, 32 classes titulaires, 45 enseignants, 6 éducateurs de la petite enfance, 3 éducateurs EED, 3 appuis à l'administration, 3,2 concierges, 3 secrétaires, 2 directions adjointes et 1 direction.
Et pourtant, je ne suis pas essoufflée parce que dans 4 semaines, je m'en vais en vacances. Alors, en 2016-2017, l'école Bernard-Grandmaître devient la plus grande école du CECCE, alors du Conseil catholique du Centre-Est. Et encore en 2018, on demeure la plus grande école. En 2019, nous allons ouvrir une deuxième école pour dégorger Bernard-Grandmaître parce qu'on est rendu à pleine capacité, on déborde. Je ne sais pas si vous savez, mais 187 petits de 3-4 ans en maternelle jardin, c'est une école en soi. Alors, nous aurons l'école Riverside Sud 2 qui va se bâtir. Maintenant, on a appris que c'était en août 2020 et puis en 2019. Et nous avons consulté les parents, le personnel et tout le monde. 94,4% des parents voulaient garder le calendrier équilibré à tout prix. Il y en a 5,6% qui voulaient garder le calendrier équilibré. Je vous dirais que je connais ces personnes. Ce sont des enseignantes dans un calendrier régulier. Alors, juste une petite, juste pour vous montrer visuellement ce que ça veut dire 95% des parents. Alors, oui, il y a des commentaires qui ont été un petit peu moins positifs de certains de nos parents. Alors, selon certains parents, c'est difficile de concilier la vie familiale puis le calendrier scolaire. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plein de partenariats avec le centre communautaire, avec la garderie de l'école. On a plus 6 semaines de camp d'été. On n'a plus 9 semaines de camp d'été, mais on a une semaine de camp au mois d'octobre. On a 2 semaines de camp au mois de mars. Ça revient du pareil au même. Alors, le montant du jour est pareil. Évidemment, quand on a des enfants à l'école Bernard-Grandmaître et on en a un autre dans une école Pierre-Savard, qui est l'école secondaire, et c'est 2 calendriers différents, c'est un des enjeux. Par contre, il y a plusieurs écoles qui contemplent dans notre conseil, puis on pousse davantage d'avoir d'autres calendriers équilibrés. Il y a des écoles secondaires qui contemplent vraiment ce système-là, justement pour toutes les raisons positives dont je vous ai mentionné tantôt. Évidemment, les commentaires positifs des parents. C'est pas moi qui le dis, là. Moi, j'ai juste copié ce que les parents ont dit. Ça diminue le stress chez les enfants, ça correspond mieux à la réalité des familles d'aujourd'hui. Ça l'accorde plus de temps de famille parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la semaine du mois d'octobre pour aller en vacances. C'est beaucoup moins cher aussi, hein, alors c'est très avantageux financièrement pour eux. Il y a, évidemment, ça permet de soulager l'école Bernard-Grandmaître. Ça, c'est la Riverside Sud 2. Alors, les avantages de cette école-là, d'avoir un autre calendrier équilibré, c'est que ça bouscule moins les enfants. On est déjà ancré dans le système du calendrier. Également, ça permet des économies substantielles au niveau du nombre de semaines de camp d'été. Alors, 9 semaines consécutives à payer des camps d'été, c'est beaucoup. Également, puis évidemment, dans notre secteur, tous les camps d'été sont majoritairement offerts en anglais. Tandis que là, quand on a un partenariat communautaire et que c'est offert pareil pour l'école, tous les camps sont en français. Ça, c'est une maman qui faisait un hommage, mais je pense que je n'ai pas le temps. Puis, ça, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'entends à chaque jour du personnel, des parents, des élèves. Une fois qu'on y a goûté au calendrier équilibré, on ne veut plus retourner à l'ancien calendrier. Et je dois vous dire que je suis au bord, je suis à ma 4e année à Bernard-Grandmaître et je me dis comment je vais faire quand ils vont me renvoyer dans un calendrier régulier. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ma question du jour. Maintenant que vous le dites, moi aussi, je me demande comment je vais faire. Alors, on va devoir un tout petit peu accélérer. Je vais prendre une question le temps qu'on change le matériel et qu'on invite la 3e. Bonjour, Madame Plante. Dans votre présentation, j'ai beaucoup entendu parler des parents. Je me demande, les élèves, surtout les plus grands, si vous avez à donner quelques points avantageux et quelques reproches que ces élèves pourraient faire, à quoi ferez-vous référence? Bien, c'est une excellente question. Puis effectivement,
la présentation se concentrait sur les adultes parce qu'avant de faire un changement, il faut que les adultes soient convaincus. Et après ça, on voit les enjeux puis les bénéfices de nos petits. Moi, je vois des élèves là, qui sont capables de se rendre à Noël, là, puis que c'est pas on va remplir les trous 2 semaines avant Noël, on va juste les tenir. Je vois, on est en apprentissage jusqu'à la fin parce qu'on a le stamina pour le faire. Nos petits ont le stamina pour le faire également. Alors, pour les plus vieux également, c'est certain que s'arrêter, peu importe, puis ça, c'est pour moi qui le dis, c'est les recherches aussi, là, tu sais, peu importe, s'arrêter 8 à 10 semaines pour refaire un petit plein, ça fait du bien à tout le monde. Nos élèves, puis que ce soit de la maternelle jusqu'à la 6e année, c'est bénéfique pour tous ces élèves-là. Alors moi, c'est un des plus grands constats, je te dirais. Puis le constat qui va avec celui-là, s'il y a l'épuisement professionnel des enseignants, bien, ça a des incidences directes chez les élèves. Donc, c'est bénéfique et pour les élèves, se reposent, ou ils vont faire un camp de plaisir pour justement se ressourcer en français. Ils reviennent, ils n'ont pas perdu d'apprentissage parce que dans une semaine, tu ne perds pas ce que tu perds dans 9 semaines. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, en tout cas, moi, j'adore le calendrier. Ça répond? Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant Marie-Josée Paquette. Alors, Marie-Josée Paquette est détentrice d'un baccalauréat en éducation préscolaire et un enseignement primaire de l'Université de Québec à Montréal. Marie-Josée Paquette est enseignante en immersion française à l'école Forestier senior de la commission scolaire Lester B. Pearson depuis l'an 2000. Elle va nous présenter la conférence intitulée Aménagement flexible. Bonjour. Alors, en 2014 fut une année pivot pour l'école Forestier Senior à Saint-Lazare. Face au faible sentiment d'appartenance de nos élèves, nous avons dû repenser notre école. Et depuis, nous avons transformé chaque espace afin d'offrir un milieu de vie stimulant, flexible, confortable, en plus d'avoir adopté des approches innovantes. L'un rendait l'autre possible. Notre thème donné au suivant, inspiré de cette équation, problématique plus talent égale changement, a donné naissance à bien des projets et initiatives d'élèves qui se sont multipliés depuis. On laisse nos traces, l'estime de soi, l'empathie se développe. Le studio, ce vaste local multimédia où tour à tour 2 classes peuvent profiter de son mur vert pour la création de vidéos, un mur de Lego, des portables pour recherche et création de projets, un coin d'art, de robotique, de jeux de société. C'est un espace commun où l'enseignement est interactif et libre. À travers nos activités pédagogiques, nous veillons au développement de 6 compétences. Les enseignants, les élèves ainsi que les familles utilisent tous le même vocabulaire. Des élèves ont même créé cette vidéo afin d'expliquer la signification des 6 compétences. Vous pourrez trouver le lien de cette vidéo sur le Padlet. L'utilisation du numérique va de soi si l'on veut bien préparer nos jeunes. À Forest Hill, ils peuvent apporter leur propre appareil électronique. Les jeunes sont motivés, engagés lorsqu'ils ont un but concret tel que de créer une affiche invitant les autres élèves à visionner leur projet grâce au code QR. Création de cartes pour les aînés vivant seuls en résidence, lecture avec des tout-petits de la garderie du coin, contribution mensuelle à la Banque alimentaire de la région, jeux de société avec l'âge d'or dans le sous-sol de l'église, des initiatives pensées, organisées, réalisées par les élèves. On sort de nos murs. Nous avons... Je sais pas. Ça a changé, hein? Excusez. Ça a changé trop rapidement. Donnez le temps à l'enfant de découvrir, manipuler, expérimenter afin de vivre pleinement ses apprentissages. Ceci éveille l'autonomie, la curiosité, l'estime de soi. L'enfant doit évaluer la situation, définir le plan d'action et l'exécuter.
Des espaces d'apprentissage aux multiples fonctions encouragent la collaboration, facilitent les échanges et le travail de groupe. Ils permettent également de développer l'écoute et le respect des conventions sociales. Le mobilier facilite la collaboration. L'apprentissage en profondeur permet de développer chez l'enfant la ténacité, l'engagement, la persévérance. L'école est devenue un lieu bienveillant, permettant à l'enfant de ne plus avoir peur de l'échec, mais plutôt d'y voir une opportunité d'apprendre. On célèbre les erreurs car elles nous permettent d'avancer. L'enfant est un être social qui doit développer ses habiletés à communiquer. Des lieux de rassemblement doivent être créés afin de permettre aux jeunes de se rassembler. Ils y développent des compétences sociales et communicationnelles. Développer l'empathie, le don de soi, c'est possible. Des partenariats d'apprentissage permettent aux élèves de travailler avec des élèves d'un autre niveau, d'un autre milieu, comme la garderie. Les jeunes créent des activités d'eux-mêmes qu'ils partagent par la suite. Ils sont impliqués et tellement fiers de leurs accomplissements. Mettre à profit tous les espaces autour de l'école. Ici, construction de jardins pédagogiques par les 5e années, grâce au partenariat avec la communauté, qui sont vraiment essentiels à la réalisation de tous nos projets. L'engagement des élèves est palpable. Ils sont motivés puisque ces projets permettent de contextualiser leurs apprentissages. Nous réalisons que d'établir des liens avec nos élèves est déterminant. Nous les accueillons à tous les matins et prenons le temps de connaître chacun. Le mobilier, l'aménagement soutiennent nos approches pédagogiques en permettant le travail d'équipe individuel, les ateliers et les projets. Nous faisons place à l'horaire pour que les enfants puissent également poursuivre leur passion, aller au bout de leur questionnement en créant des projets passion qu'on appelle Genius Hour. Le rôle de l'enseignant est donc celui d'une personne ressource. Les jeunes partagent leurs projets ensuite avec leur classe, une source incroyable d'informations générales pour tous. Le numérique est omniprésent dans la société. Il nous revient donc la responsabilité d'aider nos jeunes à y naviguer de façon sécuritaire. On se doit de leur apprendre les rudiments et aussi l'utilisation de certains logiciels. Nous avons mis à profit les corridors, où l'on peut retrouver 10 stations de mouvement afin que les enfants aient accès à des activités physiques d'intensité moyenne qui leur permettent de vider leur trop-plein d'énergie, pour ensuite retourner en salle de classe mieux disposés à poursuivre leur journée. Le Club Énergie est une solution innovante depuis 2014, a donc fait ses preuves. Nous incorporons également le mouvement à l'école et ce n'est pas une perte de temps, c'est vraiment essentiel. Être assis pendant de longues durées sans interruption, ça a des conséquences négatives sur la santé. Les bienfaits du mouvement pour mieux apprendre sont à la base de l'aménagement flexible. La commission scolaire Lester D. Pearson s'est investie dans l'apprentissage en profondeur et croit en l'importance de développer des relations avec nos élèves puisque le sentiment d'appartenance et le bien-être de tous nos jeunes, c'est essentiel à l'apprentissage. L'aménagement physique a un réel impact sur le bien-être de l'enfant, facilite l'implantation de nouvelles approches pédagogiques. Donnons à nos jeunes l'école de demain, aujourd'hui. Félicitations, Madame Paquette. Je me suis déjà prêté à l'exercice du Pechakucha et c'est pas évident. Est-ce que vous avez une question? Je vais en prendre qu'une seule parce qu'on est un peu short dans le timing. Je suis là pour la question officielle. Donc, bonjour. Félicitations pour votre présentation. C'était très intéressant. Je me demandais, parce que les images étaient très belles, mais on voyait moins d'activités scolaires, disons, là, comme on les voit habituellement. Est-ce que vous avez complètement transformé toutes les activités? Est-ce que vous avez envisagé un pourcentage de temps où les enfants sont placés dans ce type d'activité-là? Ou ça fait vraiment partie de la routine quotidienne? C'est intégré dans la routine de Pour tous les jours. tous les jours. Oui. Nous avons épuré un peu.
on s'est basé au tout début sur UDL, qui est une philosophie où on a épuré nos apprentissages essentiels, puis on combine, étant une école primaire, c'est facile pour nous de aussi combiner des matières. Donc, je peux faire mon français à travers l'histoire et on y gagne du temps et on peut faire plein de projets et plein de belles créations innovantes comme ça. Dans ce cas-là, comment le personnel enseignant, tout le personnel enseignant s'est senti engagé, puis vous n'avez pas vaincu de résistance? Non, pas vraiment. Alors, vraiment, de la façon dont on nous a présenté ceci, c'était très bien fait. On n'a pas eu peur. On y a vu tout de suite qu'on pouvait y gagner. Surtout, nous passons ici au Québec un sondage qui s'appelle Tell Them From Me. Et les résultats étaient vraiment très difficiles quand on voyait le sentiment d'appartenance de l'enfant à son école, c'était tellement bas. On s'est dit on devait faire quelque chose. Donc, on a retroussé les manches, puis on a procédé au changement. Merci beaucoup. Loin de moi l'idée de raccourcir le curriculum vitae des 2 prochains présentateurs, mais je vais devoir un tout petit peu accélérer. Donc, on a l'honneur de recevoir Geneviève Cusson, qui est orthopédagogue à la commission scolaire des Laurentides, et Stéphane Pipon, directeur de l'école Saint-Joseph de la commission scolaire des Laurentides. Alors, le projet co-enseignement, en fait, rapidement, dans les années 2010, comme plusieurs écoles de tout le Québec au complet, l'école Saint-Joseph, qui est une école primaire, s'est engagée dans la mise en œuvre du modèle RAI, donc avec les 3 paliers tels qu'on les connaît. Donc, avec le dépistage au travers des paliers pour cibler les élèves qui présentaient des difficultés. On essayait aussi de mettre en place des pratiques enseignantes probantes, c'est-à-dire un enseignement systématique du plus simple vers le plus complexe, d'un enseignement ciblé, donc sur les composantes de lecture, écriture et mathématiques, évidemment un enseignement explicite, et le tout qui s'inscrivait aussi à haute fréquence et sur une durée déterminée. Malheureusement, on trouvait qu'il y avait de faibles retombées du modèle, tant sur les élèves, sur la réussite des élèves que sur les pratiques enseignantes. Alors, on continuait à se questionner, à savoir comment on pourrait favoriser des pratiques plus inclusives en salle de classe. Et la solution à cette problématique fut le projet de co-enseignement. Le projet co-enseignement est fondé sur 4 assises importantes. Dans un premier temps, le décloisonnement des groupes. Chacun des groupes de l'école est séparé en 3 catégories ou en 3 parties, à savoir les élèves en échec, les élèves vulnérables, 60 à 68 %, et les élèves non vulnérables, au-dessus de 68 %. Les élèves en échec sont vus par l'orthopédagogue, les élèves vulnérables sont vus par leur titulaire, qui les connaît les mieux, et les élèves non vulnérables sont vus par la 2e assise, qui est l'enseignante surnuméraire. L'enseignante surnuméraire, c'est une enseignante qui est embauchée, qui n'a pas de groupe attitré. Elle a un poste, par contre, pour assurer une continuité. On a réussi à créer un poste avec nos mesures budgétaires. C'est la 2e assise. La 3e assise, ça repose sur une planification collective. Vous allez voir, l'année est séparée en 5 blocs de co-enseignement et avant chacun des blocs, les enseignants du même niveau sont libérés ensemble avec l'orthopédagogue pour planifier ce qui va être enseigné durant les 8 semaines du bloc. Alors concrètement, comment cela se traduit? En fait, c'est qu'il y a un enseignement de premier palier, donc un enseignement appuyé sur des pratiques efficaces en salle de classe par l'enseignant titulaire pour l'ensemble de ses élèves. Suite à quoi, il y a un dépistage des élèves qui présentent différents niveaux de difficulté et il y a une planification collaborative qui se fait. Et ensuite, on passe... Oups, excusez-moi. Ensuite, on s'en va vers le décloisonnement, alors où la classe est divisée en 3 sous-groupes. La co-enseignante travaille avec les élèves qui n'ont pas de vulnérabilité. Elle fait principalement de l'enrichissement. L'enseignante titulaire travaille auprès des élèves vulnérables et fait des interventions de 2e palier. Et l'orthopédagogue travaille avec les élèves qui présentent de plus grandes vulnérabilités pour des interventions rééducatives. Tout ça va s'incarner dans une planification globale annuelle. On va extraire les données de l'année précédente et nous, on s'assoit, on conçoit la planification globale. On regarde français, mathématiques, les compétences où il y a eu le moins grand taux de succès.
On va planifier donc 5 blocs de co-enseignement. Chacun des blocs, c'est un des rectangles. Vous avez les niveaux et vous avez la compétence, soit en français, soit en mathématiques, qui va être touchée par les 8 semaines du bloc. Les blocs sont séparés par des zones, là, vous voyez, ils ne sont pas jumelés. Les zones représentent les moments où l'équipe école est libérée par niveau avec l'orthopédagogue pour planifier les interventions de niveau 1 et de niveau 2. On crée aussi donc la planification globale annuelle, mais il y a aussi une planification, donc un horaire à chaque semaine. Sur l'horaire que vous voyez, tout est là. On a 2 co-enseignantes à l'école, donc les périodes de co-enseignement sont là, les périodes de francisation sont là, tout est là. Ce qu'il faut savoir, puis on parle de temps, la particularité, c'est que les périodes de co-enseignement, on vise une récurrence. Donc, chacun des groupes a 3 périodes par semaine. Ce sont des périodes de 40 minutes et non pas de 60 minutes. Pourquoi 40 minutes? Parce qu'on a prévu un 10 minutes de déplacement avant la période et un 10 minutes après la période. Donc maintenant, les impacts que le co-enseignement a eu à l'école. Donc les impacts sur le service à l'élève. D'abord, il y a une prise en charge maintenant continue des élèves vulnérables par la titulaire, donc un réinvestissement aussi des connaissances sur les élèves qui est réinvesti dans les autres moments d'enseignement dans la semaine. Il y a un désengorgement du service d'orthopédagogie, ce qui a permis aussi à l'orthopédagogue d'assurer un suivi des élèves plus vulnérables. Ah zut, j'ai le doigt qui revient. Il y a une atteinte et même un dépassement des objectifs de la convention de gestion. Et il y a une cohérence de l'enseignement qui s'est installée dans l'école. Il y a un développement d'un vocabulaire commun aussi. Au niveau des enseignants, on parle de pratiques collaboratives favorisant la formation continue, partage de la planification de l'enseignement et l'évaluation des élèves, surtout une uniformisation des pratiques enseignantes étant libérées au niveau des niveaux. Il y a une uniformisation des pratiques enseignantes, tant de niveau 1 que de niveau 2, et aussi l'uniformisation des évaluations par niveau en français et en mathématiques. On parle de meilleure connaissance des difficultés des élèves, des besoins, fonctionnement cognitif, et un sentiment de compétence et effet enseignant renforcé. Quelques citations qu'on ne lira pas, mais ce sont des citations d'enseignantes qui pratiquent le co-enseignement. Les effets sur l'élève maintenant. Donc, l'élève bénéficie maintenant d'un enseignement qui est plus cohérent de la première à la 6e année. Par exemple, les stratégies de compréhension de lecture sont les mêmes de la première à la 6e année, mêmes affiches, mêmes images, même vocabulaire utilisé aussi. Donc, l'élève bénéficie aussi d'interventions qui respectent davantage ses besoins et son rythme d'apprentissage, développe une plus grande proximité avec l'enseignante et on voit aussi des effets bénéfiques sur les résultats tant en mathématiques qu'en français. Parlant des effets bénéfiques, bien, la prochaine, ouais, voilà. Donc, vous avez l'année 2013-2014 qui était l'année précédant l'application du co-enseignement. On parle de la réussite globale des élèves, donc à savoir les élèves qui ont plus de 60%. Si on prend la lecture comme échantillon, bien, en 13-14, on avait 71% de réussite en lecture. L'année dernière, avec le co-enseignement, donc instauré depuis 14-15, on a monté à 79% de réussite au niveau global en lecture. Ça, c'est toute l'école comprise. Maintenant, au niveau de la strate des élèves qui sont non vulnérables, bien, si je prends encore, bien, je vais prendre l'écriture. Donc, avant le co-enseignement, 87% de nos élèves n'étaient pas vulnérables, donc avaient 69% et plus. Et l'année scolaire dernière, de 17-18, on est monté à 94% de nos élèves qui n'étaient pas vulnérables, donc 69% et plus. Donc, pour mettre le projet co-enseignement en place, il y avait quand même quelques facteurs à considérer pour que ça réussisse bien. D'abord, toutes les décisions sont prises en équipe à partir des données issues des élèves, donc dépistage, résultats scolaires. Le tout se fait dans une communication ouverte et respectueuse. On avait préalablement aussi développé une vision commune qui visait la réussite de tous les élèves et on avait déjà établi des objectifs très précis. Les rôles avaient été bien détaillés avant la mise en place du co-enseignement et l'équipe école avait accepté de participer à ce projet-là. Évidemment, ça s'inscrit nécessairement dans des pratiques collaboratives, sinon il n'y aurait pas possibilité que cela fonctionne, donc les temps de libération et de travail collaboratif. Enfin, il y a un accompagnement qui se fait à l'interne par les orthopédagogues, certaines enseignantes, l'expertise de certaines enseignantes, mais aussi à l'externe pour assurer l'utilisation de pratiques probantes tout au long du déploiement du projet.
Félicitations. Pour un souci de temps, encore, je vais combiner la période de questions pour cette conférence en particulier avec l'ouverture de la période de questions qui va se dérouler les 10 prochaines minutes. Alors, bonjour. D'abord, merci pour votre belle présentation et bravo pour ce beau projet aussi. On voit que vous êtes sur une belle lancée, donc c'est encourageant et puis c'est bien de voir ces innovations. J'avais peut-être une question, à savoir le co-enseignement, de la façon que je l'ai compris. Votre co-enseignante, en fait, que l'enseignante titulaire dans la classe pour co-enseigner véritablement en même temps. C'est ce que je comprends? On serait plus dans de la co-intervention? Exactement. En fait, dans le 40 minutes dont je parlais, tout est synchronisé et coordonné. À savoir, la titulaire sort avec 5-6 élèves, les vulnérables, va dans un local qui s'appelle le local de co-enseignement, qui est un local classe, mais qui n'est pas affecté à un groupe en particulier. La co-enseignante va dans, mettons, on prend le groupe 101, va dans le groupe 101 avec les élèves non vulnérables, et l'orthopédagogue va prendre les élèves qui sont en échec. Et les 3 intervenants font la même matière, mais à des degrés différents. L'orthopédagogue va faire beaucoup plus de, pas de la consolidation, mais de la rééducation. La titulaire va avec les élèves vulnérables faire la matière, mais à un rythme qui respecte le rythme d'apprentissage des élèves. Et la co-enseignante va faire la même matière, mais à un rythme soutenu, puis en insérant de l'enrichissement au besoin. C'est un petit peu la coordination. Merci beaucoup. Nous avons une question en web diffusion pour Madame Plante. Le retour des congés chez les enfants est parfois difficile. Une période d'ajustement est nécessaire pour les enseignants. Est-ce que vous ne vivez pas cette transition à plusieurs reprises? C'est une excellente question et je dois vous dire qu'une semaine, non, on ne vit pas de la rééducation, de reprise de matière à chaque fois qu'on est en retour de vacances. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne suis pas connecté directement au clavardage pour vous répondre, mais je trouve la réponse très satisfaisante, en tout cas de mon point de vue. Merci beaucoup. C'est simple, mais non. Une autre question peut-être? J'aurais une petite question pour la présentation aussi sur les valeurs humaines, l'aménagement flexible. J'ai trouvé cette présentation-là très, très intéressante, mais je me questionnais à savoir quelle transition vers le secondaire lorsque des élèves ont vécu de tels aménagements. Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, c'est la commission scolaire au complet, Lester B. Pearson, qui est en train d'opérer ces changements-là. Donc oui, on a commencé avec les 35 écoles primaires, mais on se dirige dès l'année prochaine aux écoles secondaires. Alors oui, il va y avoir des changements à tous les niveaux. Nous avons déjà visité une école qui est de ce type à Ottawa ou Toronto. Et oui, les directions d'écoles secondaires nous ont accompagnés et puis je pense que le mandat est clair, puis les changements vont s'opérer. Il nous reste 5 minutes pour cette période de questions. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question pertinente? J'espère qu'elle va être pertinente, sinon on m'a passé pour un épais. Ce serait désagréable pour moi. C'était l'aménagement flexible. C'est la première fois que j'en entends parler, puis j'entends l'aménagement pédagogique plus que l'aménagement. Ça, c'est extraordinaire. Puis, peu importe comment est-ce qu'on s'y prend pour que les élèves apprennent, quand ils ont appris une notion dans un environnement légèrement différent au secondaire, même s'ils ne suivent pas l'aménagement, je suis convaincu que les apprentissages vont ressortir à cet endroit-là. Alors, félicitations pour ça. Le calendrier, si vous cherchez des enseignants à Montréal, j'irai enseigner chez vous. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Ah, ils ne veulent pas partir. Alors, une évaluation, est-ce que mon intervention était pertinente? Je ne me permettrai pas d'évaluer la pertinence de cet échange. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Parfait, madame.
Juste un commentaire pour Mme Paquette. En fait, sur l'aménagement flexible, moi, je l'ai vu, j'ai analysé là, ce qui se passe dans certaines classes flexibles. Puis, je trouve que ce que j'entends de votre façon de faire, ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qu'ils font. Au Danemark, c'est beaucoup comme ça. Les écoles sont beaucoup plus ouvertes, l'espace est aménagé autrement, puis ainsi de suite. Donc, j'aime l'aspect école parce qu'on parle vraiment, parce que si un enseignant choisit de faire ça juste dans sa classe, en tout cas de mon observation, je trouve qu'il manque un certain arrimage. Puis là, l'élève, tu sais, là, moi j'employais qui était vaché à terre, puis ainsi de suite. Moi, ma question, c'était dans quelle mesure la possibilité d'être assis autrement ou peu importe de faire autrement contribue vraiment aux apprentissages meilleurs. Fait que je vois, en tout cas, ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que cette approche-là est cohérente, puis vraiment, c'est le soutien, l'apprentissage, et non donner une opportunité de faire n'importe quoi? Je crois que nous, on a vu l'aménagement flexible comme étant, nous permettant d'enseigner autrement et non pas juste décorer la classe autrement. Donc, oui, c'est important de prioriser le mouvement. Moi, je laisse les enfants s'asseoir où ils veulent. Ils peuvent changer après 20 minutes. Tout dépend de la tâche également. Alors, si on veut faire un travail de groupe, un projet, on a besoin d'avoir l'aménagement qui facilite ceci. Donc, pour nous, on a dû transformer les espaces pour pouvoir enseigner autrement. Donc, c'était vraiment avec ça en tête qu'on a vraiment transformé l'école au complet. Tous les corridors, l'extérieur est mis à profit. Donc, j'ai une dernière question. C'est encore pour vous, Madame Paquette. Ça demande une ressource enseignante supplémentaire. Avec le manque d'effectifs d'enseignants, avez-vous des difficultés à trouver le personnel nécessaire pour combler les tâches? Ah, excusez-moi, il y a une petite erreur dans le message qu'on m'a envoyé, mais pas trop. La question, c'est des effectifs? C'est ça. Non, parce qu'on a encore une banque de relève à la Commission scolaire de l'Europe. On est touché aussi par la pénurie, mais on a encore une banque de relève des étudiants qui sont légalement qualifiés. Maintenant, une des assises du modèle qu'on vous a présenté, c'est la stabilité, c'est la connaissance des élèves. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec certaines mesures, dont partir du bon pied, initiative des établissements, c'est de l'ouvrir en poste, ce poste-là. Donc, la co-enseignante, elle est là depuis il faut savoir que la co-enseignante, elle va se trimballer de la première année à la 6e année là, dans son horaire. Donc, elle doit connaître les élèves, elle doit connaître le fonctionnement des différents groupes aussi. On est une école de 530 élèves, donc à peu près 3 classes par niveau, 3-4 classes par niveau. Donc, elle doit bien les connaître. Et puis, donc, si c'est un poste, on a cette connaissance-là des pratiques pédagogiques, des classes, de l'organisation. Puis là, avec l'augmentation de clientèle, on a ouvert un 2e poste de co-enseignante. Donc là, elle est contractuelle, mais c'est dans nos cartons de pouvoir faire un 2e poste avec ça. Donc, les postes permettent d'avoir cette rétention-là, cette continuité dans l'intervention. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions et pour les réponses qui ont été apportées. Je voulais vous rappeler que les organisateurs de l'événement mettent à votre disposition un outil web, le Padlet Organiser le temps autrement, pour vous permettre de poursuivre les échanges avec les conférenciers. Vous pouvez dès maintenant y épingler des idées, des renseignements et communiquer avec les conférenciers. Ça marque la fin de ce Pechakucha. J'espère avoir rempli ma mission de gestionnaire du temps. J'ai quelques remerciements à faire avant votre départ et une dernière annonce qui a trait à votre dîner. Donc, je tiens à remercier les conférenciers déjà dans un premier temps, ainsi que les participants sur place et ainsi que les participants en web diffusion. Je souhaite également à nouveau remercier le CETREC pour la confiance qui m'a été accordée. N'oublions pas que la tenue du 4e symposium sur le transfert des connaissances en éducation est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, fidèle partenaire des symposiums depuis la première édition en 2011.
L'Université Laval également, qui agit à titre de partenaire et d'hôte, contribuant ainsi au succès de l'événement. Et pour finir, le réseau Périscope, qui offre un soutien à la réflexion, favorisant ainsi la prise en considération des connaissances issues de la recherche. Tous les enregistrements des activités seront disponibles d'ici 10 jours. Je vous invite à suivre l'infolettre du CETREC. C'est dans cette infolettre qu'on vous communiquera l'information de la parution des enregistrements. Et n'oubliez pas que vous pouvez poursuivre les échanges, encore une fois, sur l'outil Padlet. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez réagir, on vous invite à réagir sur le compte Twitter avec le hashtag CETREC Symposium. Et la dernière annonce qui a trait à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le dîner. N'oubliez pas qu'il y a 2 salles pour le lunch, l'espace jardin au rez-de-chaussée et le cercle au 4e étage. Les menus spéciaux allergiques, excusez-moi, sont à l'espace jardin. Le principe, en fait, c'est vraiment que vous ayez comme une division à peu près 50-50 entre le 4e étage et le rez-de-chaussée, parce que sinon, il va y avoir des gros problèmes pour se placer et pour la nourriture à disposition. Merci beaucoup pour votre attention.